Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 2022, c'est fini. L'année s'achève ce soir, mais elle nous laisse un goût amer. 2022 aurait dû être synonyme de retrouvailles après 2 années de crise sanitaire, mais au final, elle restera jamais l'année où la guerre est revenue aux portes de l'Europe, l'année où se chauffer est devenu un luxe, l'année où l'État s'est assis sur des milliers de décisions judiciaires en matière d'accueil des demandeurs d'asile notamment. Mais soyons positifs, de retrouvailles, il en a quand même été question pour le mouvement laïque qui s'est retrouvé en octobre pour sa grande convention. Au menu, le plaisir de se retrouver, mais aussi le plaisir de s'emparer de nouveaux défis ensemble. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour retracer le fil de cette année 2022 et tracer les contours des enjeux qui nous attendent en 2023, j'ai le plaisir de recevoir en studio Benoît van der Meerschen. Bonsoir. Bonsoir. Donc, secrétaire général du Centre d'Action Laïque. À vos côtés, Sylvie Losberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la cellule études et stratégies donc au Centre d'Action Laïque également. Et Hervé Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du CAL. Alors, Benoît van der Meerschen, on l'a dit, la guerre en Ukraine, la crise économique et sociale, la crise de l'accueil, la crise climatique, les jeunes en perte de sens. Quand on fait le bilan, il apparaît que cette année 2022, faite de crises à répétition, nous a surtout plongé dans une forme d'incertitude. Moi, j'ai l'impression, depuis que je suis né, d'entendre le mot crise tout le temps. Je ne vais pas dire qu'il est galvaudé, parce qu'on peut avoir quand même le sentiment, comme vous le soulignez, cette année, que ces crises s'accumulent, se cumulent, s'intensifient, s'enchevêtrent, et ça rend le monde effectivement très incertain, et donc avec des risques de basculer vers quelque chose de peu ragoûtant. L'Italie n'est pas très loin, et les élections chez nous, elles sont dans 1 an et demi, des sondages qui nous donnent quand même comme premier parti en Belgique un parti clairement d'extrême droite. Mais tout ça vient aussi accentuer un peu le sentiment qu'on est comme dans une ère où les inégalités assumées, voire même revendiquées, côtoient des libertés à géométrie variable, où on a le sentiment que tout ce qui a trait à l'universel fait l'objet d'assauts continus de particularismes parfois un peu étriqués qui posent question. C'est un constat qui effectivement n'est peut-être pas le plus global que l'on peut poser, qui n'est pas le plus rassurant. Moi, j'ai envie de dire que ce moment, il nous oblige au contraire davantage, et qu'on a un devoir clairement de nous tenir droit. Et c'est évident que le mouvement laïque ne va pas régler tous les problèmes de notre société. À tout le moins, peut-il susciter réflexion, poser un cadre et ne pas se contenter de dénoncer, mais au contraire de proposer. À la fois des modifications qui peuvent être de type plus structurel, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, mais on ne perd pas de vue aussi ce qu'est au quotidien notre mission d'assistance morale, et tout ça nous oblige. Alors on va continuer à en parler, effectivement, des défis qui nous attendent et des solutions, des propositions à mettre en place. Alors, je vais peut-être en remettre une couche, du coup, mais je me tourne quand même vers vous, Sylvie Losberg, pour parler des droits des femmes, et surtout au niveau international. On voit que cette année, elle a été compliquée, et notamment avec cette décision qui est tombée au mois de juin, cette décision de la Cour suprême américaine qui va révoquer l'arrêt qui accordait depuis un demi-siècle aux Américaines le droit d'avorter dans tout le pays. Là, on voit quoi que... Vraiment, définitivement, les droits, ils ne sont pas acquis. Oui, les droits ne sont pas acquis, mais il faut se rappeler d'où ça vient. C'est quand même une attaque en règle de la présidence Trump contre la Cour suprême, c'est-à-dire faire de l'entrisme et modifier les règles de nomination pendant son mandat pour obtenir une Cour qui soit à sa main et qui donc révoque cet arrêt. Et donc ça conjugue 2 grands dangers actuels. D'une part, effectivement, les menaces sur les libertés individuelles et particulièrement sur les droits des femmes, mais ce n'est pas qu'aux États-Unis, vous voyez en Pologne, vous voyez en Hongrie, donc au cœur même de l'Europe, sans parler de Malte, où il n'y a jamais eu aucune modification ou assouplissement d'une interdiction totale de l'avortement. Et donc cette menace, finalement, elle est à la fois contre les droits des femmes, mais c'est aussi le signe d'un état de droit en danger quand on laisse passer, finalement, des étapes à des personnes dont l'objectif, c'est la fin de la démocratie. Et je crois que là, on a vraiment aujourd'hui conjoint ces deux axes d'un même combat.
qui n'était pas si visible que ça auparavant. Parce que quand on disait l'IVG est un indicateur de la démocratie d'un pays, les gens ne comprenaient pas ce qu'on disait. Mais maintenant, on voit bien que c'est le cas, puisque c'est pareil en Hongrie, où l'état de droit est aussi menacé. Idem en Pologne, l'état de droit est menacé. Alors, c'est évidemment des brèches dans les droits fondamentaux. C'est aussi une contestation du système représentatif parlementaire. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que, je dirais, ça a provoqué aussi une mobilisation quasiment planétaire. Savez-vous qu'aujourd'hui, en Afrique, on est en train de discuter de la possibilité d'avorter. Idem dans des pays d'Amérique latine. Donc, ce qu'il faut voir, c'est... ce qu'on a raté, peut-être, et ce que ça nous donne comme possibilité aujourd'hui, notamment... Est-ce que ça a permis... C'est vrai qu'on voit en France, par exemple, il y a eu une réaction, et donc le droit à l'avortement va être inscrit dans la Constitution, par exemple. Oui, la France a continué, depuis Simone Veil, à améliorer la loi. L'année passée, on augmentait jusqu'à 14 semaines. Vous voyez, le Luxembourg est en train d'y réfléchir. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer maintenant, pour réinvestir ce dossier, je pense, sur un plan européen, afin de garantir des droits fondamentaux accessibles à toutes les Européennes. Ça peut nous donner aussi, je pense, une assise pour consolider la confiance dans l'institution européenne, malheureusement très mise à mal ces derniers temps. Alors, Hervé Parmentier, dans ce paysage qui paraît quand même assez morose, on peut dire que l'année 2022, elle a quand même été positive pour le mouvement laïque, et notamment grâce à cette convention qui a réuni 1 millier de personnes début octobre à Wavre. Est-ce que la plus grande réussite de cette convention, ce ne serait pas d'avoir réussi à rassembler justement tous ces gens et à les avoir fait réfléchir ensemble? Mais c'était vraiment clairement l'enjeu de cette convention, parce que vous évoquiez au début de cette émission un certain nombre de crises. Benoît faisait le constat d'une société tout de même un peu polarisée, une société d'inégalité, une société fracturée, et on s'était dit qu'il y avait un double défi pour nous. Le premier défi, c'était de faire en sorte de réfléchir à ces questions en se posant finalement une question centrale, à savoir comment refaire société, et puis sous-jacente à cette question, il y avait pour le mouvement laïque un enjeu également qui était de se retrouver après 2 ans de pandémie où le fonctionnement ordinaire a été évidemment mis à mal, et donc c'était l'occasion pour nous de renouer, de remobiliser à l'intérieur du mouvement. Alors cette convention, effectivement, durant 2 jours en octobre, on a réfléchi à la façon de refaire société, mais on y a réfléchi après un très très long travail préparatoire qui a duré en somme plus d'une année, dans une logique absolument participative, où les thématiques sur lesquelles nous avions travaillé ont été définies par les militants de la laïcité, les sympathisants du mouvement laïque. On a alors creusé comme ça toute une série de thèmes, 7 thématiques en l'occurrence, lors des dizaines de réunions en Wallonie, à Bruxelles, durant le premier semestre 2022, pour arriver alors à toute une matière, toute une somme de travail qu'on a mise en débat, là aussi de façon très très participative, durant la convention. Et c'était effectivement réjouissant de voir tout le monde au travail, de voir le mouvement, c'est-à-dire local, c'est régional, c'est quelques 300 associations occupées de réfléchir. Et donc, on a finalement défini lors de la convention un agenda de travail pour les années qui viennent. Et donc, on a maintenant, à partir de ces questions-là, quelques thématiques tout à fait intéressantes. On repositionne en quelque sorte le mouvement au-delà de son travail de base habituel. Vous savez, les dossiers éthiques, les questions de séparation Église-État, les questions de sécularisme, l'IVG, etc. La lutte contre l'extrême droite, mais qui devient vraiment une priorité, par exemple. Et alors, on a effectivement du coup défini 3 grandes thématiques et puis 3 priorités concrètes. Et ces 3 thématiques, c'est la pauvreté et la cohésion sociale d'une part, la lutte contre les atteintes à l'environnement d'autre part, et la lutte contre les extrémismes en 3e lieu. Et ce n'est pas par hasard, en somme, que ces 3 thématiques émergent. On sent évidemment qu'elles préoccupent très très fort. Et le mouvement laïque, par les valeurs qu'il porte, sa liberté, égalité, solidarité, ne peut pas faire autre chose que de réfléchir beaucoup à ces questions-là et d'investir pleinement ce débat. Ces débats-là, ils sont au cœur des enjeux de société, ils sont au cœur des débats qui traversent la société et notre démocratie. Et donc, il est évident que la laïcité, elle aussi, se doit d'y réfléchir. Et donc, c'est intéressant de voir aussi, et j'en termine, que la laïcité s'intéresse à ces questions-là. Ce n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent bien le mouvement laïque, parce que les questions de solidarité, les questions d'extrémisme, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait neuves, mais que ça là émerge vraiment comme une thématique de travail. Ça montre aussi ce qu'est la laïcité aujourd'hui, au-delà des questions religieuses, des questions de séparation Église-État, des questions de signes convictionnels. Là, on est véritablement, et c'est ça le cœur de l'action laïque, au cœur des enjeux qui traversent notre société. Oui,
Oui, alors c'est vrai qu'au-delà de ces 3 grands thèmes que vous avez définis, il y a aussi 3 propositions concrètes qui ont été choisies par le mouvement lors de cette convention. Et je voudrais quand même qu'on s'attarde sur la première de ces 3 propositions, qui est individualiser et automatiser les droits sociaux en supprimant par exemple le statut de cohabitant. Alors cette proposition, elle paraît plus que jamais essentielle aujourd'hui dans la crise économique et sociale qu'on connaît. Ah, clairement, alors donc ça c'est un élément clé de la lutte contre la pauvreté. En somme, l'individualisation, l'automatisation de l'octroi du recours aux droits sociaux, ça c'est essentiel parce qu'en réalité, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mécanismes d'aide sociale, d'assistance, mais certains de ces droits, il faut faire des démarches pour en bénéficier. Et malheureusement, le simple fait de faire ces démarches est parfois compliqué pour des personnes qui seraient les premières à devoir en bénéficier. Donc il y a un enjeu autour de l'automatisation de l'octroi de l'accès à ces droits. Autre élément, c'est la suppression du statut de cohabitant. Ça fait partie de cette proposition qui a été votée lors de la Convention. Qu'est-ce que c'est ce statut ? C'est finalement un statut qui fait qu'on bénéficie d'aides sociales ou de prestations de sécurité sociale qui sont moindres en fonction de la situation dans un ménage. Et souvent, ce sont les femmes, même en très très grande majorité, ce sont les femmes qui bénéficient de ces statuts moins rémunérateur. Donc là, on a un enjeu tout à fait essentiel. On constate, et on est heureux, qu'on n'est évidemment pas les seuls au Centre d'Action Laïque à se mobiliser pour la suppression de ce statut de cohabitant. Beaucoup d'autres organisations s'en occupent. Il y a beaucoup d'associations en ce moment qui lancent des campagnes. Et on sent vraiment là une forte convergence. Chacun, j'imagine, a en point de mire tout de même les élections de 2024 et le caractère essentiel de faire bouger les lignes sur cet enjeu essentiel en matière de lutte contre la pauvreté. Un autre enjeu qui nous a beaucoup occupé cette année, c'est la guerre en Ukraine. Le 24 février, on se réveille toutes et tous un peu sous le choc puisque la Russie a lancé une agression militaire contre l'Ukraine. Depuis, 4,8 millions de personnes en provenance d'Ukraine ont obtenu une protection temporaire au sein de l'Union européenne. Alors ce mécanisme de protection temporaire, il a été activé très rapidement par l'Europe. Est-ce que Sylvie Losberg ou Benoît van der Merchen, je vous laisse choisir qui a envie de réagir peut-être, est-ce que ça ne nous montre pas quand même une solidarité vraiment à 2 vitesses, un accueil très différent que l'on soit ukrainien ou érythréen, afghan Oui, et c'est problématique. Et entendons-nous qu'il y ait une réaction rapide par rapport à ce qui s'est déroulé sous nos yeux et aux portes de l'Europe en Ukraine était évidemment nécessaire, bienvenu et particulièrement utile. Le fait aussi d'avoir un discours très positif sur un accueil à organiser, l'aveu quelque part aussi de la part de l'autorité publique qu'elle ne pourrait pas tout gérer, qu'il y avait un besoin aussi d'implication de la population, c'était vraiment le bienvenu. Après, quelques mois plus tard, quand on voit aujourd'hui des personnes qui sont à la rue alors que le froid est là, des pouvoirs publics qui se renvoient la balle alors qu'il y a une responsabilité d'abord écrasante au niveau du fédéral, c'est une honte absolue. Et je pense que là, effectivement, il y a une incompréhension dans le discours, puisqu'on série, on catégorise en fonction d'un pays d'origine, comme s'il y avait des bons ou des mauvais, comme s'il y avait des situations qui méritent un intérêt ou d'autres parce qu'elles sont plus lointaines, ou peut-être plus complexes, ou moins faciles à comprendre, moins lisibles, qui à ce moment-là méritent simplement d'être mis sur le boisseau, et ici, clairement, des gens à la rue. Donc c'est un véritable scandale, et moi j'avoue que je ne comprends pas comment le gouvernement fédéral peut encore aujourd'hui être à ce point inactif, passif. Je sais bien quelles sont les considérations qu'on peut avoir entre le Nord et le Sud, des appréhensions différentes de la manière dont on gère les flux migratoires, une peur sans doute du côté flamand par rapport au sondage du Vlaamse Belang. Ouais, je fais encore la confusion entre Bloc et Belang, parce que ça reste la même chose, mais ça ne peut pas en aucun cas justifier une pareille inaction. Sylvie Losberg, vous vouliez réagir ? Oui, 2 éléments. Effectivement, la question du gouvernement fédéral qui se défausse sur les entités fédérées, sur les mondes associatifs, sur la population. En période de crise, on peut l'entendre si ce n'est pas anticipé, ce n'est pas le cas. Ça devait être anticipé. Et c'est quand même révélateur aussi d'une société
on vient d'un 19e siècle, une société fracturée avec la charité, finalement, à l'égard des populations les moins favorisées et délaissées par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, 2 siècles plus tard, on se retrouve finalement avec les mêmes éléments, c'est-à-dire un État fédéral qui est déconnecté d'une réalité, pas seulement sur le terrain, aussi d'une réalité judiciaire, et une population qui est mise sous pression et qui voit des gens quasiment mourir devant leur porte. Donc je pense que là, si on le regarde en étant, je dirais, vraiment cru, on est devant une injustice qui est insupportable pour les migrants, pour les personnes sans abri, mais pour la population belge aussi, qui se retrouve dans une situation où elle est en première ligne, sans oublier ce qu'on a vécu auparavant avec la crise des migrants, la criminalisation de la solidarité. Et donc, je pense là qu'on a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on doit pouvoir travailler. Et l'autre élément que je voulais aborder, c'était le fait que dans cette question de migration, on a une étude allemande sur laquelle on va s'appuyer pour essayer de faire la même chose en Belgique qui démontre que ce n'est pas l'afflux migratoire qui crée une réaction extrémiste de rejet d'extrême droite, etc. Ce sont les discours médiatiques sur la migration. Et donc là, dans notre campagne sur les extrémismes, on a vraiment un travail à mener pour sortir de cette logique qui dirait plus on accueille des migrants, plus l'extrême droite monte. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs décisions judiciaires, notamment sur l'accueil des demandeurs d'asile. Au mois de novembre, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé l'État belge à l'ordre, justement concernant son accueil, parce qu'il laisse à la rue des demandeurs d'asile qui ont pourtant droit à un accueil. L'État, il laisse aussi, Benoît Verdermeschen, de plus en plus le soin à la justice parfois de régler des problèmes dont il devrait s'emparer. Alors on voit qu'il y a des attaques. Alors dans le premier cas, au niveau des migrants, c'est des décisions du judiciaire qui ne sont pas respectées. Et il y a aussi des décisions où l'État, là, devrait intervenir, devrait laisser ses parlementaires intervenir concernant, par exemple, les signes convictionnels. Mais non, on laisse à la justice le soin de décider et de prendre des décisions parfois contradictoires. Alors c'est compliqué, effectivement. On le sait bien, qu'il soit le produit de petites victoires ou de grandes révolutions, les droits humains fondamentaux, ils restent fragiles. Et dans ce cadre, pour garantir leur effectivité, ester en justice, c'est un droit et c'est fondamental. C'est pas simple, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aller en justice, c'est ouvrir une digue, que d'entamer un procès, ça coûte de l'argent, ça prend du temps et c'est dur aussi à subir psychologiquement pour des personnes à titre individuel. Ensuite, aller en justice, c'est pas non plus la garantie d'avoir l'écoute la plus favorable. Certains ont pu écrire que l'unique fin des tribunaux est de maintenir la société dans son état actuel. Et on a eu en période de pandémie un procureur à Liège qui nous a dit que le ministère public, son rôle, c'était de participer à cette politique de santé publique qui était d'éviter l'encombrement des hôpitaux. Je suis pas sûr que dans un état de droit avec la séparation des pouvoirs, ce soit vraiment le rôle de la justice. Ensuite, il y a l'efficacité que vous avez évoquée avec effectivement de multiples condamnations d'État belge en matière d'accueil des demandeurs d'asile et qui nous amène effectivement à une situation de déni de droit. Maintenant, il faut bien s'en rendre compte, comme vous l'indiquez, alors que nous, au mouvement laïque, on aime bien le débat d'idées, sans concession, dans le respect des personnes et dans le lieu le plus naturel dans une démocratie, à savoir le Parlement, bah oui, on est bien obligé d'investir le champ juridictionnel et c'est pas la solution. Alors, il peut parfois y avoir des résultats très intéressants. Bon, il y a des groupuscules intégristes religieux qui ont essayé de démanteler notre législation sur l'euthanasie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce 4 octobre, la Cour européenne des droits de l'homme a, dans un arrêt absolument magnifique, indiqué que l'euthanasie n'est pas contraire à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la vie, en disant que c'était de la marge d'appréciation des États qu'on pouvait le faire. Mais donc, notre législation a été validée par la plus haute juridiction en matière des droits de l'homme au niveau européen. Donc parfois, c'est le retour de bâton, l'arroseur arrosé. Mais vous évoquez la situation des signes convictionnels. Là, il faut bien se rendre compte, effectivement, qu'on rentre dans une situation qui n'est confortable pour personne. Au mois de février, le tribunal de travail de Liège a rendu une décision assez intéressante à propos d'une situation de signes convictionnels dans une commune
c'est la commune dense, et elle indique bien que c'est une question en réalité sociétale qui devrait être traitée par le Parlement, que le juge doit prendre une décision, mais qu'il va prendre une décision dans une situation en le motivant, mais qu'on risque d'avoir une décision sur un même type de situation prise par un autre juge tout aussi bien motivé dans un sens contraire, ce qui va nous donner une insécurité juridique qui n'est pas bon pour, je cite, ce n'est sans doute pas l'idéal pour la vie en société et pour une société apaisée. Je ne pourrais pas dire mieux. Et donc on se rend bien compte des limites, évidemment, de l'exercice. Je préciserai ici quand même, par rapport au signe convictionnel, parce que c'est un dossier qui a fortement occupé durant l'année le mouvement laïque. La question des signes convictionnels, elle n'est pas négligeable, certainement pas, mais je pense que le véritable combat mené par certains derrière, c'est d'arriver à faire passer l'idée que la liberté de religion serait une liberté plus importante que les autres. Lors des auditions qui ont eu lieu au Parlement bruxellois en commission affaires générales, justement sur la question du port des signes convictionnels, le constitutionnaliste Mark Uytendal est intervenu de manière assez simple, justement en introduisant son exposé en disant « Mesdames et messieurs les députés, vous avez juste une question à régler. Est-ce que la liberté de religion est plus importante que les autres ?» Non, évidemment. Parce qu'alors, à ce moment-là, on ouvre la porte à toutes les dérives possibles. Et ça, nous restons particulièrement vigilants. Oui, c'est vrai qu'en plus, on voit, par exemple, il y a une décision récente là, de la justice, donc du tribunal de première instance de Bruxelles, qui, lui, va confirmer le principe constitutionnel de neutralité des pouvoirs publics. Donc, on est vraiment face à des décisions contradictoires quand on les laisse dans les mains de la justice, et donc très inégales. Décisions contradictoires, dans le cas d'espèce, d'une seule et même juridiction, le tribunal de travail de Bruxelles, qui prend une décision à propos de ce qu'on a appelé l'affaire Actiris, puis de la STIB, puis de la Haute École Francisco Ferrer, et maintenant une décision en sens inverse. Alors c'est chouette, hein, la liberté des juges, le pluralisme intrajuridictionnel, pourquoi pas. En attendant, pour le justiciable, c'est un petit peu confus. Est-ce que toutes les choses qu'on a pointées là, depuis le début, on a parlé d'IVG, on a parlé de migration, on a parlé signes convictionnels, est-ce qu'il n'y a pas quand même en sous-jacent comme ça une espèce de déliquescence de l'état de droit ? Ça, c'est une question évidemment compliquée, mais oui, je pense effectivement qu'on est en situation de risque. Tout à l'heure, Sylvie Losberg évoquait la situation polonaise, la situation hongroise, mais effectivement, un État dans lequel les pouvoirs publics ne mettent pas en œuvre les décisions de justice, un État dans lequel le pouvoir législatif ne prend pas ses responsabilités de législateur et renvoie alors à la justice le soin de régler un certain nombre de questions essentielles d'un point de vue sociétal, à un moment aussi où des questions d'exemplarité dans le chef des acteurs politiques se posent, mais bien entendu, c'est une question qui mérite d'être posée, parce que potentiellement c'est dangereux. C'est-à-dire que on peut à un moment ne plus s'étonner de voir des sondages dramatiques en Flandre, ne plus s'étonner de voir de potentiels électeurs se retourner vers des alternatives plutôt extrémistes, alors que finalement les mécanismes de base de la démocratie et le rôle des acteurs, leur manière de se comporter par rapport aux règles élémentaires de fonctionnement dans notre démocratie, finalement posent question. Mais ça veut dire que du coup, ici en 2023, un des objectifs, on l'a déjà un peu dit, mais un des objectifs du mouvement laïque, ça va vraiment être notamment de lutter contre l'extrême droite, parce qu'on sait que les élections arrivent en 2024, que c'est une 2024 année d'élections européennes, fédérales, régionales, communautaires, provinciales, communales. C'est le moment ou jamais où il faut sensibiliser à la lutte contre les extrêmes. Alors, donc, en fait, en conséquence, en quelque sorte, de notre convention, je vous parlais tout à l'heure des 3 grandes thématiques de travail que le mouvement a retenues. On va les étaler un peu dans le temps, en particulier en 2023. On compte mettre l'accent sur celle des 3 qui concernent la lutte contre les extrémismes. C'est une première chose. Les extrémismes, on vise évidemment bien entendu, les extrémismes politiques, en particulier l'extrême droite, qui de tout temps a été combattue par le mouvement laïque, soit par lequel directement, soit au travers de ces différentes associations comme les Territoires de la Mémoire. Mais c'est aussi la lutte contre les extrémismes et intégrismes religieux, et parfois la conjonction des deux. Tout à l'heure, Sylvie Losberg parlait de ce qui se passe au niveau européen en termes d'atteinte aux droits des femmes. Benoît vient d'évoquer la question de l'euthanasie, où effectivement ce sont des groupuscules
plutôt religieux, qui tentent de faire aux droits humains tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui dans nos pays une série de marches arrière. Donc c'est bien de lutte contre les extrémismes qu'on parle, et alors en particulier cette question de conjonction des deux. Mais bien entendu, dans la question d'une préparation à des élections futures, la question de la lutte contre l'extrême droite va beaucoup nous occuper, et donc c'est le thème essentiel qu'on creusera en 2023, dans l'optique finalement de trouver les moyens de sensibiliser, de parler, d'éveiller évidemment un certain nombre de réflexes, singulièrement parce qu'en 2024, on n'aura pas eu d'élections, ce seront les premières élections depuis 5 ans, et on aura aussi beaucoup de primo-votants, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui voteront pour la première fois, et le pire qui puisse arriver, c'est évidemment des votes pour ces partis infréquentables d'un côté, mais c'est aussi un risque d'abstention important, et donc vraiment développer avec des outils qui nous aideront alors à affronter, si je puis dire, ou préparer cette échéance électorale, c'est essentiel. C'est un débat qui nous paraît vraiment fondamental, singulièrement, puisqu'en 2023, ce sera le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et donc quel meilleur point de mire que ce 10 décembre 2023, au cours duquel on aura l'occasion finalement de mettre en évidence tout ça. Encore un petit mot, ces questions-là, on ne les traite pas en chambre fermée, en vase clos. On va évidemment avoir là-dessus un gros travail avec d'autres associations aussi, un gros travail avec nos amis en Flandre également, puisque sans doute sont-ils en première ligne là par rapport à des phénomènes d'extrême droite qu'on connaît, force de l'admettre, un peu moins à Bruxelles ou en Wallonie. Mais on a parlé de Genève. Benoît Vandermerchen. Oui, je veux juste ajouter un élément par rapport à ce que disait Hervé Parmentier. Retenons bien que, d'une part, même si nous n'avons pas de représentation au niveau parlementaire de l'extrême droite, nous ne sommes pas immunisés pour autant. D'abord, il y a une influence sur les politiques fédérales de ce qui se déroule au nord du pays, et ça, on le vit tous les jours au Parlement fédéral. Et puis, ensuite, il faut lire attentivement tous les rapports de la Sûreté de l'État, par exemple, qui nous indiquent bien que le terreau reste là, des organisations, des groupuscules sont présentes, même s'ils n'ont pas encore trouvé de traduction politique, ou en tout cas après les scrutins. Et enfin, ce qui est aussi plus inquiétant et à méditer, on sait bien que l'extrême droite, quand elle est arrivée au pouvoir dans l'histoire, c'est parce que généralement on a habitué les gens à prendre des mesures de type autoritaire et certainement des mesures de type vertical. C'est ce qu'on a vécu pendant la pandémie, et c'est ce qu'on a vécu aussi avant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aussi quand on escamote les processus classiques d'un régime parlementaire. Et là aussi, les 2 dernières crises, terrorisme et pandémie, lutte contre la pandémie, qui étaient tout à fait justifiées, c'était la prime à l'exécutif, parce que dans l'urgence, il faut réagir vite. Et c'est peut-être pas étonnant qu'après, dans certains sondages, on peut voir que tout ce qui est exercice du pouvoir autoritaire peut peut-être alors à ce moment-là avoir un peu plus de crédit. Mais Sylvie Losberg, j'ai quand même envie de terminer l'émission avec un peu d'espoir. On a parlé de jeunesse, et il y a quand même des dossiers qui bougent en matière d'enseignement, notamment le cours de philosophie et de citoyenneté qui devrait normalement passer à 2 heures. L'EVRAS, on parle d'un guide EVRAS qui va être adopté. L'IVG, il y a des choses qui bougent aussi. Il y a quand même des dossiers un peu positifs. Oui, si on doit faire quand même le bilan de cette année, sur ces dossiers-là, il y a des avancées claires, et qui sont des avancées de qui viennent après un travail de très très longue haleine. Hein. Le cours de philosophie et citoyenneté, c'est des années, l'EVRAS, c'est quasiment 50 ans, IVG, pareil, c'est depuis la loi de 90, en fait, qu'on aurait dû réagir face aux pressions, justement, des religieux pour influencer les législations dans un sens qui correspond à leur vision de la vie et du monde. Et je voudrais aussi souligner, depuis la formation de ce gouvernement, quand même, des ministères pour les droits des femmes qui ont fait de grandes avancées et mis de l'argent pour défendre non seulement les femmes contre les violences, mais aussi essayer d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes, et particulièrement des femmes en situation de chef de famille monoparentale. Donc il y a des avancées sur les VRAS. On ne va plus reculer. Il faut quand même se rappeler qu'on a eu des ministres de l'enseignement catholique pendant plusieurs législatures qui ont empêché toute avancée, à part peut-être dans les organisations de jeunesse, parce que la ministre de l'enseignement n'y avait pas voix au chapitre. Mais c'est quand même incroyable dans notre pays qu'on en est en 2021, 2022...
2023. 2023 maintenant, uniquement dans on va faire le guide pour dire ce qu'on va mettre dedans et on dégage des moyens qui ne seront pas suffisants, mais c'est quand même la première fois. Donc ce sont des avancées sur le plan de l'éducation sexuelle, affective et relationnelle très importantes parce que vous savez comme moi que la santé mentale des jeunes est en grave péril. C'est un énorme chantier qu'il faut vraiment investir maintenant, dû à la pandémie et à tous les autres problèmes qu'on a évoqués jusque maintenant. Et c'est précisément dans le CPC, dans le cours de philosophie, où on peut discuter du sens de la vie et redonner aux jeunes des bases pour se projeter. Le vrai problème de la jeunesse, c'est se projeter. S'ils ne peuvent pas se projeter dans leur vie personnelle, relationnelle, affective, s'ils ne peuvent pas se projeter dans une société qui leur offre la possibilité de modifier les choses, eh bien, on aura une énorme responsabilité justement sur la déliquescence, non seulement de l'état de droit, mais aussi de la confiance des citoyens dans ce que un État peut leur apporter. Et alors, on retourne vers l'individualisme, les extrémismes et tout ce qu'on vient de dénoncer. Et sur le plan de l'IVG aussi, il y a eu vraiment un travail du gouvernement fédéral, et là, il faut quand même le saluer, pour mettre autour de la table les universités qui ont dû répondre à des questions précises afin que le Parlement puisse se ressaisir en 2023 de la question de l'amélioration des conditions à l'avortement en Belgique. Et là, franchement, je pense que si on n'y arrive pas, il faut faire une révolution parce que c'est quand même le gouvernement qui a demandé quelque chose et j'espère vraiment maintenant qu'on sortira du frigo, un frigo qui reste quand même la porte mi-ouverte, mi-fermée depuis des décennies. Merci beaucoup Sylvie Losberg, Benoît van der Merchen, Hervé Parmentier et bonne fin d'année ou bon début d'année à tous et une belle soirée. À bientôt, bonne année tout le monde. Bonne année.